Dans le monde fascinant du passé, caché sous l'éclat de l'âge de pierre, s'étendait une immense grotte qui était plus qu'une simple maison. Elle était le cœur battant d'une communauté où des familles vivaient, des artisans vendaient leurs produits et des enfants apprenaient et jouaient dans l'école de la grotte. Miracle de la nature, transformée par la créativité de ses habitants, la grotte était animée par le murmure des voix de tous les jours. À chaque coin de rue, il y a quelque chose à découvrir. Le boulanger dont le pain odorant remplissait l'air, le tailleur de pierre habile qui créait des outils élaborés, et même un barbier connu pour sa capacité à créer les coiffures les plus folles avec des couteaux de pierre aiguisés. Le matin, lorsque les premiers rayons du soleil pénétraient par l'ouverture de la grotte, la vie s'éveillait en elle. Les enfants sortaient en masse pour aller à l'école ou partir à l'aventure tandis que les adultes se préparaient pour aller travailler. L'odeur de la viande de gibier fraîchement grillée se mêlait à celle des bailles et des herbes que les bergers ramenaient avec amour de la forêt voisine. À l'entrée de la grotte, gardée par de majestueuses figures de pierre, on rencontrait le sage chaman qui racontait des histoires des temps anciens et donnait des conseils pour la journée. Ses peintures colorées et les mystérieuses amulettes qu'il portait captivaient les enfants, mais pas seulement. Plus loin dans la grotte, il y avait un marché animé où des marchands venus de loin échangeaient leurs marchandises. On y trouvait de tout, des minéraux étincelants aux vêtements de fourrure élaborés en passant par des outils de chasse sophistiqués. Dans un coin isolé de la grotte, entouré de peintures murales anciennes, se trouvait l'école. C'est là que le sage professeur enseignait aux enfants non seulement comment lire les signes et compter, mais aussi l'art de survivre dans la nature. Ses leçons étaient pleines d'enthousiasme et de sagesse, et les enfants l'écoutaient bouche bée. Dans ce monde de l'âge de pierre, chaque jour était une nouvelle aventure, une occasion d'apprendre, de découvrir et d'expérimenter quelque chose de nouveau. La grotte n'était pas seulement un abri contre les éléments, c'était un foyer, un lieu de convivialité et de créativité, un témoignage vivant de la capacité d'adaptation et de l'ingéniosité de l'homme. Après avoir découvert l'atmosphère vibrante de la grotte de l'âge de pierre et la vie quotidienne de ses habitants, passons maintenant à l'une des formes de divertissement les plus spectaculaires de cette époque. Le Colisée de l'âge de pierre. Le vendredi était le jour où la communauté se réunissait dans ce lieu pour assister à un spectacle passionnant. L'événement se déroulait au milieu d'une immense salle formée par un volcan éteint, ouverte à son sommet et donc éclairée naturellement. Cette salle était le cœur du Colisée, entourée de gradins de pierre où les spectateurs s'asseyaient avec empressement. Tuk-Tuk, une jeune fille aux cheveux roux et emmêlés, à la peau claire et aux yeux bleus brillants, était assise avec sa famille sur les sièges en pierre. Elle représentait la diversité colorée des peuples de l'âge de pierre, une communauté caractérisée par une grande variété de couleurs et de traits. Le fait marquant du jour. La tour des Tricératops sauvages. Il s'agissait d'une attraction dangereuse mais fascinante, comparable aux corridas d'aujourd'hui. Connus pour être des animaux sauvages et fougueux, les Tricératops représentaient un défi pour tous ceux qui osaient les chevaucher. Il ne s'agissait pas de savoir combien de temps on pouvait rester dessus, mais de la valeur divertissante du spectacle. Plus on restait longtemps sur le dinosaure, plus le spectacle devenait impressionnant et divertissant, et c'est ainsi que le vainqueur était honoré. Tandis que le public applaudissait et que la tension montait, les vendeurs installés dans les allées du Colisée proposaient des collations telles que des noix et de la viande d'ours séchée. Celles-ci étaient échangées contre des coquillages, des cristaux ou des objets de la vie courante. L'atmosphère était électrique, une mosaïque de couleurs, de sons et d'odeurs qui donnait vie à ce monde souterrain. Lorsque la corrida des Tricératops commençait, la foule retenait son souffle. Chaque cavalier qui osait monter sur l'un de ces puissants animaux faisait preuve d'un mélange de courage et de folie. Tuk-Tuk et sa famille applaudissaient chaque participant, ressentant l'excitation et l'adrénaline. Plus qu'un simple spectacle, cet événement témoignait de la sauvagerie et de l'imprévisibilité de la nature, omniprésente dans cette époque lointaine. Les Tricératops, puissants et imprévisibles, attendaient dans leur cage que les courageux cavaliers se préparent à faire leur apparition. Dans l'arène, il y avait des gens masqués, on les appelait les persécuteurs. Ils servaient de distraction pour troubler les animaux après la course et permettre ainsi aux cavaliers de quitter l'arène en toute sécurité. La foule regardait attentivement ceux qui, l'un après l'autre, essayaient de s'accrocher au dos puissant des animaux. Puis ce fut le tour de Gangu, connu sous le nom de « la puce » parce qu'il dormait toujours avec les animaux pour comprendre leurs mouvements et leurs humeurs. Lorsqu'il sauta sur le dos du Tricératops, l'animal resta d'abord indifférent.
Gangu, connu pour ses méthodes casse-cou, commença à faire le poirier et à exécuter des mouvements acrobatiques sur le corps et les cornes du dinosaure pour le provoquer. Mais finalement, ce ne furent pas les capacités de Gangu qui mirent le Tricératops en colère. Dans un revirement inattendu, ce fut son sac à puces qui changea la donne. Les puces qui sautèrent de Gangu piquèrent le dinosaure et lui causèrent de telles démangeaisons que le Tricératops commença le rodéo dans un état d'excitation sauvage. Il se cabra et tourna sur lui-même, essayant désespérément de se débarrasser de cette irritante démangeaison, tandis que Gangu se maintenait sur le dos avec une étonnante dextérité. Les spectateurs étaient fascinés par le spectacle. Utilisant les mouvements chaotiques du Tricératops à son avantage, Gangu se tenait en équilibre sur ses cornes, glissait sur son dos et s'accrochait pendant que le dinosaure courait sauvagement autour de l'arène. C'était une danse à la limite du possible, une démonstration époustouflante de courage et de persévérance. L'arène tremblait sous la force du Tricératops déchaîné, tandis que Gangu, le courageux cavalier, se concentrait de toutes ses forces pour rester sur le dos de la bête sauvage. Le dinosaure, complètement hors de lui, se cabra, se retourna brusquement et tenta de se débarrasser de son cavalier. Gangu s'accrocha, les muscles tendus par l'effort extrême pour ne pas être éjecté. La foule retint son souffle, fascinée et effrayée par l'intensité du combat. Gangu fit de son mieux, sa technique était impressionnante, mais la puissance du Tricératops finit par avoir raison de sa volonté. D'un dernier mouvement puissant, il fut projeté dans les airs et atterrit brutalement sur le sol de l'arène. Le silence se fit un instant, puis un murmure de soulagement traversa la foule. Bien que Gangu fût projeté, il resta indemne grâce à l'intervention rapide de ses persécuteurs. Le Tricératops, à présent distrait et calmé, fut conduit hors de l'arène par les persécuteurs. Gangu se releva lentement, visiblement épuisé mais sans blessure. La foule applaudit, impressionnée par sa bravoure et son endurance. Malgré sa chute, Gangu avait offert un spectacle inoubliable, témoignage de la lutte éternelle entre l'homme et la nature dans ce monde sauvage et indompté. Une fois le spectacle passionnant du Colisée terminé, Tuk-Tuk et sa famille retournèrent à leur tanière. En chemin, ils passèrent devant le coiffeur. La mère de Tuk-Tuk, jetant un coup d'œil à sa fille, remarqua qu'il était temps d'aller chez le coiffeur et de procéder à un nouvel épouillage. « Alors maintenant, tu vas chez le losé », dit-elle, c'est ainsi qu'on appelait le coiffeur dans leur communauté. Pendant ce temps, je vais faire des courses. Lulo, la petite sœur de Tuk-Tuk, prit la parole. « Je voudrais encore de la viande de mammouth aujourd'hui », dit-elle avec espoir. Mais sa mère secoua la tête. « Le mammouth est tellement dur qu'il doit être rôti longtemps et je ne veux pas garder le feu allumé autant de temps aujourd'hui. Nous allons manger une délicieuse bouillie de graines avec le poisson séché de la semaine dernière. » Oh, maman, gémirent les deux enfants, déçus. Mais la mère resta ferme. Pas de discussion, maintenant, direction le coiffeur, Tuk-Tuk. Lulo, allons faire les courses. Le père de Tuk-Tuk, qui observait la conversation en souriant, n'intervint pas. Il savait trop bien qu'il n'y avait pas lieu d'intervenir. Il se dit qu'il serait plus agréable de chasser le smilodon à minuit que de s'en mêler. Leurs chemins se séparèrent donc momentanément. Tuk-Tuk se dirigea à contre-séure vers le losé pendant que sa mère et Lulo s'affairaient à trouver les ingrédients pour le dîner. Malgré la légère déception causée par le menu du soir, la bonne humeur régnait. La vie à l'âge de pierre était pleine de petits défis et de joie, des moments excitants dans le Colisée au rituel quotidien de la vie de famille. Tuk-Tuk n'aimait pas les visites chez le losé. Tirer sur les cheveux tout en les coupant avec ses couteaux de pierre émoussés était toujours une torture. Elle ne comprenait pas pourquoi il était trop avare pour acheter des outils adéquats. Même le couteau en pierre qu'elle utilisait en cours d'artisanat était plus tranchant que le sien. Puis venait l'épouillage, c'est-à-dire que les cheveux étaient traités avec un liquide d'ortie. La puanteur était si intense qu'elle durait des semaines et si l'époux disparaissait, ils attiraient en revanche les mouches qui les suivaient pendant des jours.